Oui, bonsoir. Je voudrais déjà commencer par vous dire, monsieur, vous m'avez beaucoup touché. Vous avez dit que vous étiez un Français singulier et j'aimerais que vous me fassiez l'honneur de m'accepter dans votre singularité, parce que c'est celle de la France et c'est celle dont on est tous fiers ici. Donc j'espère que vous m'accepterez dans cette singularité. Vous êtes né en Algérie, moi je suis née en France, mais j'ai un père qui est né en Algérie et comme vous, je suis une admiratrice de Romain Gary. Donc vous voyez qu'on a tous des socles communs et j'espère en avoir avec vous. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxièmement, je voulais vous dire qu'effectivement, on a abordé cette question de l'identité. Tu as été le premier à l'aborder, mais tu as abordé ces problèmes sur l'identité, pas tout de suite sur l'identité nationale. Et en ça, moi, je voudrais te rendre hommage. Parce qu'aujourd'hui, quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le débat sur l'identité nationale, chaque mot a un sens. Ce débat, moi, quand j'ai entendu Martine Aubry te dire que c'était une honte pour la France, c'était une honte pour elle-même et surtout, c'était un déni de l'histoire de France. Parce que le débat, c'est inhérent à notre identité française. Et débattre sur ce sujet, c'est une fierté de ce que nous sommes. Moi, je me souviens de quelqu'un, vous avez dit tout à l'heure, monsieur, que lorsqu'on parlait des minarets, on pouvait aussi voir d'autres choses derrière. Je me souviens que Théodore Herzl est venu, en tant que journaliste, regarder ce qui se passait pendant l'affaire Dreyfus. Et il a dit « Quel beau pays !» que celui où un peuple se déchire pour l'honneur d'un petit capitaine juif. Eh bien, c'est ça la France. C'est un pays qui débat. C'est un pays qui débat pour l'honneur d'une personne et qui débat pour l'honneur de tous. Et c'est ça le socle de nos valeurs communes. Vous avez dit, monsieur, aussi tout à l'heure, qu'effectivement, c'est vous sur les minarets et l'interdiction de la shrita. Il y a une très belle histoire d'un Allemand qui s'est trouvé un jour déporté pendant la guerre et qui a dit « Quand on est venu chercher des juifs, je n'étais pas juif, je ne me suis pas levé. Quand on est venu chercher les communistes, je n'étais pas communiste, je ne me suis pas levé. Quand on est venu chercher les tziganes, je n'étais pas tzigane, je ne me suis pas levé. Et quand on est venu me chercher, il n'y avait plus personne pour se lever et pour m'empêcher de partir. » Alors pour moi, le débat sur l'union nationale, l'unité nationale, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ce pays, il est à nous, et nous devons tous nous lever lorsque l'un d'entre nous est attaqué. Et il faut se demander pourquoi est-ce que nous avons ce débat. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des peurs. Des peurs, pas simplement de se parler l'un à l'autre, comme tu l'as dit, Jean-François, mais des peurs de se perdre. Il y a des Français qui sont là depuis des années et qui ont le sentiment qu'ils sont en train de perdre ce qu'ils sont en train d'être attaqués dans leurs propres valeurs. Et il faut écouter ces peurs et répondre à ces interrogations légitimes. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui arrivent, qui sont là depuis peu, et à qui on demande d'oublier ce qu'ils sont, et qu'ils se disent « Mais moi, je n'ai pas envie de me perdre. » et de perdre tout ce qui a été construit, tout ce que mes parents m'ont apporté. Et c'est cette double peur qui a imposé aujourd'hui ce débat sur l'unité nationale et sur les valeurs de la nation. Et je crois qu'aujourd'hui, l'objectif de ce débat, c'est d'apporter des réponses à ces doubles peurs. C'est répondre à tous les Français existants ici qui considèrent, eh bien effectivement, que la France n'est pas une page blanche, mais une page déjà écrite et qu'il faut en respecter la langue, les valeurs, les traditions. Et puis il y a ceux qui pensent eh bien, que la France est une page aussi qu'ils peuvent contribuer à écrire. Et je crois que nous devons aujourd'hui être tous les auteurs de cette nouvelle France en acceptant ces valeurs communes, cette base, en nous mettant d'accord là-dessus, mais en se disant qu'ensemble, eh bien, on peut construire aussi et écrire la suite de notre histoire. Voilà sur l'identité nationale. Merci. Maintenant, je voulais vous dire aussi, madame, vous avez parlé des femmes. Et moi, je crois qu'effectivement, il y a un autre débat qui sera peut-être un débat de société en 2012 et peut-être aussi en 2017, c'est le rôle de la femme dans la société. Parce que pour l'instant, moi, quand je vois le rôle de la femme, eh bien, on parle des symptômes. La burqa, les violences faites aux femmes, ou encore d'autres, je ne veux pas dévaloriser ce que tu as fait sur les conseils d'administration, c'est un point important, c'est un symbole. Mais le rôle de la femme, pour aller au conseil d'administration, moi je crois qu'il faut l'étudier dans sa globalité. Parce que monsieur aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit aussi l'éducation.
Mais qui transmet ces valeurs? Eh bien, c'est la femme. Et moi, je ne veux pas, demain, qu'on demande aux femmes d'être comme les hommes. Je ne suis pas comme un homme, je ne veux pas me battre comme un homme, et je n'ai pas envie d'avoir le destin d'un homme. J'ai envie d'avoir le destin d'une femme, d'une mère de famille, d'une épouse, et d'une femme qui veut réussir aussi professionnellement. Et je refuse de sacrifier l'un pour l'autre. La génération de nos mères a dû se battre pour reconnaître effectivement qu'elles étaient compétentes, d'autres pour l'égalité des salaires. Moi, je veux me battre pour que ma fille n'ait pas demain la culpabilité à se battre contre la culpabilité. Elle doit pouvoir réussir, et elle doit pouvoir réussir sans se dire qu'elle doit sacrifier quelque chose, ni ses enfants, ni son couple, ni sa famille. Et c'est pour cela que je pense qu'il est important aujourd'hui de pouvoir travailler sur le rôle des femmes dans sa transversalité. Parce que là, tu toucheras pas simplement les femmes de l'UMP, mais les femmes de partout qui se demanderont. Et si effectivement, les conseils d'administration, si je peux me permettre, c'est une très jolie cerise, très alléchante, mais sur un gâteau qui reste à construire. Il faut le pétrir et il faut le cuire. Et pour cela, il y a beaucoup de choses encore à faire. Et si je peux me permettre, et après je vais laisser la parole, je voudrais dire que sur ce domaine-là, comment est-ce qu'on fait pour gérer le temps des femmes? Comment est-ce qu'on fait pour enlever la culpabilité? Je crois qu'en tout cas, moi, j'ai envie, membre de Génération France, de demander à toutes celles qui ont envie, et tous ceux qui ont envie de travailler sur ce thème-là, eh bien, d'envoyer les contributions, parce que moi, ça m'intéresse, et je pense que ça nous intéressera, et si ensemble, on peut essayer de trouver aussi un nouveau statut pour cette femme de 2012, et peut-être de 2017, je crois que ça serait aussi un avantage. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur la dernière partie de ton intervention, par ailleurs remarquable comme toujours, concernant les femmes. Moi, cette image de la cerise sur le gâteau, elle ne me va pas du tout. Donc je préfère te le dire tout de suite, parce qu'après tout, je ne vois pas pourquoi moi aussi, je n'aurais pas le droit de ne pas être d'accord. Bon. Parce que ce n'est pas du tout la stratégie. L'affaire des conseils d'administration et de la parité, c'est pour créer un électrochoc, un coup de poing dans l'estomac. Donc je te mets à l'aise. Là, je prends volontairement une vision qui n'a rien à voir avec la douceur du gâteau et de sa cerise, rien à voir. Je découvre un jour, dans le rapport réalisé par une femme vraiment qui a fait un rapport passionnant qui s'appelle Brigitte Grésy, que dans les conseils d'administration des sociétés cotées, il n'y a que 8% de femmes. 8% de femmes. Et qu'il y a dans le même temps, parmi les nombreux scandales que tu as évoqués, la question de l'inégalité entre les hommes et les femmes en termes de rémunération pour un même poste de responsabilité, jusqu'à parfois 20 à 30% de moins. C'est dans les conseils d'administration que se déterminent les stratégies de rémunération. Il m'a semblé que créer un électrochoc dans ce qu'on appelle l'establishment du management français, les sociétés cotées, en disant « fixons comme objectif, par la loi, si on fait une amicale recommandation, on n'aura rien, que dans les 5 années qui viennent, ou peut-être 6, on va voir en fonction des trucs, on fait 50%, ou même, allez, 40% de femmes, obligatoirement. Ça veut dire qu'on lance un processus qui ne s'arrêtera pas, dans lequel on posera un peu partout, en termes d'exemplarité, la question des femmes et de leurs responsabilités. Donc il ne faut pas du tout le voir comme un espèce de truc pour dire non mais c'est un peu élitiste. Non, non, pas du tout. C'est pour créer un électrochoc et pour dire derrière, en réalité, on va poser toutes les questions, les bonnes et les mauvaises. Et on ne lâchera rien là-dessus. Inutile de vous dire, mes chers amis, que l'idée telle que je l'ai promue, avec la complicité affectueuse de Marie-Jo, s'est heurtée à des conservatismes, mais vraiment pas décevants. Hein. J'ai eu quelques coups, j'ai eu des moments extraordinaires. Je recevais une représentante d'une assez grande association entrepreneuriale, avec à mes côtés deux collaboratrices. Le monsieur qui était en face de moi ne s'est pas gêné pour autant. Enfin, écoutez, monsieur Copé, mais vraiment, mais je sais que les députés, ils ont besoin de faire des lois, mais vraiment, mais c'est ingérable, mais il y a des... Écoutez, on va le faire très scientifiquement. D'abord, il y a un problème de compétence. Moi, je n'étais pas gêné. Non, non, mais il dit ça, mais il ne le pensait pas. Hein, il l'a dit. Après, il y a un problème d'effectifs. On ne les trouvera pas. Et ainsi de suite. Bon, je vous dire juste une chose. Dans le même temps, le soir même, ça m'a remonté le moral, j'ai été planché devant une association de jeunes chefs d'entreprise de croissance,
où j'ai parlé de beaucoup de choses, dont ça. À la fin, il y a 2 jeunes femmes, chefs d'entreprise, sont venues me voir, qui m'ont dit, attendez, nous on a une idée, on vient déjà, dès qu'on a eu l'annonce de cette proposition de loi, on a lancé un site, on va créer une association, on va proposer à des femmes de toute génération, qui ont des expériences professionnelles dans tous les domaines, de se former pour pouvoir entrer dans les conseils d'administration. Nous avons vécu la même histoire pour les conseils municipaux des grandes villes, la même chose. Ceux qui parmi vous sont élus se souviennent de ça. Un bonheur. 1995, 43 élus au conseil municipal de Meaux. J'avais, de mémoire, 7 femmes. Ce n'était pas la mode, je me vous mets à l'aise, ça se faisait nulle part. Arrive l'obligation. On le doit à Jospin, il faut le dire. Jospin fait la loi en disant 50-50 dans les conseils municipaux et la moitié d'adjoints hommes et femmes. Par contre, pour l'Assemblée, on dit non, là on ne fait pas d'obligation, mais il y aura une amende à payer. Résultat des courses. Parité parfaite dans les conseils municipaux, parfaite. Et alors pour moi, un service rendu extraordinaire, j'ai pu enfin me débarrasser de gens qui me menaçaient toutes les 2 minutes s'ils n'étaient pas sur la liste de faire des listes concurrentes, à qui j'ai dit mais j'aurais tellement aimé te garder. Mais avec la loi, tu vois bien, on est obligé. J'ai dit que je ne faisais pas de langue de bois. Par contre, côté Parlement, pas de problème. Il fallait payer une amende. Les partis ont payé les amendes. On a 17% de femmes à l'Assemblée nationale. Beau résultat. Voilà. Donc moi, je vous dis juste, cette idée qui est derrière, même chose, la parité dans les conseils, et on y va. Mais je tiens à vous dire que les réserves sont très fortes, et qu'il va falloir y aller au forceps. Très fortes, d'ailleurs, dans les niveaux les plus élevés de l'État. Heureusement qu'il y a des discours électoraux qu'on peut ressortir. Je peux vous dire que moi, le discours de Périgueux, prononcé par notre président, je l'ai bien en tête et je me balade avec toute la journée. Il avait pris l'engagement de 50% des conseils d'administration des entreprises publiques. Alors quand j'en parle, on dit « Ah oui, mais public !» Ah bon, bah, c'est sûr, c'est pas pareil. Si c'est juste public, c'est pas pareil. Et sans compter que dans le discours de Périgueux, il y avait marqué « Je m'engage » à ce que dans les 2 ans, il y ait parité parmi les représentants du personnel. Ah, ce discours de Périgueux, je vais vous dire, c'est un grand discours. Moi, je peux vous dire que j'y vais à fond. Donc c'est vraiment sur ces sujets, il ne faut pas craindre de pousser les feux. Donc c'est simplement pour faire une inversion culinaire, Valérie. C'est pas une cerise, c'est pas un gâteau, c'est un électrochoc. C'est une autre formule.